Gage. Alors j'en profite pour signaler, Jean-Michel Blanquer a bien fait de me l'indiquer, que Yanis Roder présentera son livre au Laboratoire de la République, c'est le think tank que vous avez fondé. Ce sera à la Maison de l'Amérique latine le 18 octobre à 19h30. Alors ça a été dit, on est d'accord sur beaucoup de sujets, donc insistons sur ce qui peut nous séparer, sera plus intéressant pour le débat. Je vais poser à chacun une... Ça s'appelle un journaliste. Voilà. Exactement. On ne fait pas d'article sur les trains qui arrivent à l'heure. Donc je vais poser une question qui dérange un petit peu peut-être chacun. Je vais commencer par Jean-Michel Blanquer. Donc ma question porte sur la question de l'école privée. C'est une double question. En France, la laïcité interdit le financement public des cultes. Et pourtant, depuis la loi Debré et la loi Carle, l'État subventionne les écoles privées sous contrat, très souvent des écoles confessionnelles, dont les dépenses sont couvertes à 73% par la collectivité. Première question, n'est-ce pas un dévoiement de la laïcité? Deuxième question qui a trait à l'enjeu de la mixité sociale. Alors c'est évidemment un enjeu qui dépasse les compétences du ministère de l'Éducation nationale, mais tout de même, la ghettoisation de certains établissements, les mesures d'assouplissement de la carte scolaire ont renforcé cette ségrégation. Je vous donne quelques chiffres qui viennent de sortir. À la rentrée 2021, 40% des élèves scolarisés dans un collège privé sous contrat étaient issus d'un milieu social très favorisé. C'est à peine 20% dans l'école publique. Inversement, lorsqu'il s'agit des classes sociales défavorisées, cela concerne 18% des collégiens du secteur privé et 42% des élèves du secteur public. N'est-ce pas là un dévoiement de la République? Jean-Michel Blanquer. Merci. Alors, sur le premier point, je suis assez légitimiste, je suis constitutionnaliste légitimiste, c'est-à-dire il y a une constitution qui nous dit que la République est démocratique, indivisible, sociale et laïque, pas dans cet ordre-là. Et il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les lois que vous avez citées. Donc moi, je me conforme à ça. Certains d'entre vous, le sénateur Ouzoulias, par exemple, ont pu être témoins de moments où il a d'ailleurs dû voter dans mon sens, où j'ai eu à défendre un peu seul, il faut bien le dire, des choses en la matière. Et pourtant, il y avait matière à ce que vous puissiez commenter des dissensus, ça n'a pas été fait. Et donc, dans la période actuelle, je ne ferai aucun autre commentaire que celui-là, qui est respectons toute la Constitution, rien que la Constitution sur ces questions. Sur la deuxième question, qui prolonge aussi des points que Jérôme Gage a soulevés, bien sûr, il faut... je l'ai même dit moi-même tout à l'heure dans mon propos, c'est un objectif de l'école de lutter contre les inégalités, un objectif direct. Et probablement, Marie-Pierre dirait, surtout Marie-Pierre, indirect, c'est-à-dire que c'est parce qu'on réussit bien l'instruction qu'on luttera bien contre les inégalités. Et je connais des écoles, par exemple, du 20e arrondissement ou du 19e, en illustration totale de ce que j'ai dit tout à l'heure, qui sont pas très mixtes socialement et qui sont en train de... Parce que c'est comme ça, on aimerait que ce soit autrement, mais en tout cas, l'habitat est ainsi dans les quartiers en question, et qui sont en train de réussir. Parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Donc il ne faut pas non plus s'obséder avec des critères, disons des facteurs sociaux sur lesquels on a une prise plus ou moins forte. Parce qu'après on pourra se payer de mots en disant on va faire ci, ça, mais on n'y arrivera pas en totalité. Et se dire que quand l'école remplit bien sa mission, elle réussit des choses, même quand tous les enfants sont pauvres, tout simplement. Et là, encore une fois, mais Marie-Pierre l'a bien dit, sous la Troisième République, vous aviez des villes entières qui étaient pauvres, des quartiers entiers qui étaient pauvres, et les enfants réussissaient. Donc il faut... Je ne dis pas ça pour dire qu'il ne faut rien faire sur les facteurs sociaux. J'ai moi-même, je crois, beaucoup agi en la matière. Pour moi, la plus grande réforme sociale du quinquennat, je le dis sans modestie, c'est le dédoublement des classes. On concerne 400 000 enfants par an. On est en train de leur donner un bon départ dans la vie comparable au bon départ des autres enfants de classes plus favorisées. Bah, c'est juste, à mon avis, l'essentiel, enfin le cœur de ce qu'il y a à faire. Alors, après, c'est vrai, on peut, d'une part, avoir des politiques de compensation, c'est-à-dire agir sur les facteurs sociaux, les facteurs, je dirais, extrascolaires, de la réussite scolaire. Et vous avez cité Jérôme Gage a cité le plan Borloo, à juste titre, mais je voudrais justement souligner que sur la partie éducative du plan Borloo, en fait, on l'a appliqué. On a repris complètement des idées avec
J'avais discuté avec Jean-Louis Borloo de ça en amont du plan et en aval évidemment aussi. Et donc notamment la politique dite des cités éducatives, qui est encore au milieu du gué, hein, mais c'est une politique qui joue, qui tout simplement donne des moyens, par exemple à un principal de collège, pour agir sur ce qu'on peut appeler les facteurs extrascolaires de la réussite scolaire, c'est-à-dire plutôt un cours de violon le mercredi après-midi que d'être désœuvré sur Internet, ou par exemple le droit aux vacances, hein, qui est un sujet sur lequel j'ai beaucoup insisté avec ce qu'on a appelé les vacances apprenantes. Et là aussi, ça fait écho à l'intervention liminaire de Marie Pérez, c'est que n'oublions pas que, notamment depuis Jean Zay, voilà, nous sommes la plupart du temps ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, et j'ai été heureux de l'être aussi des sports, et que ça signifie qu'on s'intéresse à ce qui se passe pour l'enfant en dehors du temps scolaire. Parce que la meilleure lutte contre les inégalités, elle est encore plus quand on réussit, au travers des pouvoirs publics, c'est-à-dire pas seulement le ministère de l'Éducation nationale, à agir sur ce temps-là. Parce que parfois, Jérôme Guedj a cité le fait que des équipes peuvent être absolument formidables dans des endroits difficiles. Je suis d'accord, évidemment, il y a bien des exemples en tête, et c'est un peu ce que je viens de dire sur le 20e arrondissement, par exemple. Et souvent, d'ailleurs, on voit des inégalités de réussite de deux établissements très comparables sur le plan social, qui sont liées à des logiques d'équipe, tout simplement. Il y a des endroits où ça se passe bien et d'autres où ça se passe pas bien. Mais au-delà de ça, ce qui est très frappant, c'est que dans ces endroits où ça se passe bien, où des choses vraiment très bonnes sont faites pour que les enfants progressent sur le plan des savoirs, en réalité, ce qui se fait jusqu'à 17h se défait après 17h, et ce qui se fait jusqu'au 30 juin se défait après le 30 juin. Et on sait très bien, par exemple, que les vacances d'été sont un très grand facteur d'inégalité, parce que les enfants des classes sociales différentes font des choses très différentes. Et donc, la question du renouveau des colonies de vacances sous des formes différentes, ce qu'on a essayé de faire, c'est très bien. Et ça, là aussi, ça illustre le fait qu'on ne peut pas faire exactement la même chose qu'autrefois. C'est-à-dire que dans les années 50, les colonies de vacances ont joué ce rôle social fondamental. Est-ce qu'il faut refaire des colonies de vacances comme dans les années 50 ? Non, parce que tout simplement, il n'y a plus d'adhésion, ça ne marche pas, quoi. En revanche, faire ce qu'on a essayé de faire là avec les vacances apprenantes, c'est quand même toucher 1 million d'enfants pendant l'été, sur une base un peu renouvelée, mais qui a la même logique que celle des colonies de vacances, c'est-à-dire faire que les enfants s'épanouissent et vivent des choses qui les élèvent au cours des vacances. Eh bien, je crois donc qu'il y a ces politiques qu'on peut appeler les politiques d'accompagnement des facteurs extrascolaires de la réussite scolaire. Et ça, c'est pour moi la seconde chose importante après le fait de bien réussir l'instruction à l'école. Et puis enfin, la troisième chose qui est la politique de mixité sociale que Jérôme Guedj a évoquée. Et en effet, il y a des choses à faire en la matière. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a des expérimentations qui ont commencé. À Paris, il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été d'ailleurs souvent très critiquées. Ce qui est assez frappant dans ces cas-là, mais là c'est juste la petite dose d'amertume qu'on doit mettre dans un plat pour qu'il soit bon, c'est que tout le monde dit taillot dans ce genre de rencontre que nous avons aujourd'hui. Et puis quand vous le faites pour de vrai, là vous faites taillot, mais avec personne derrière quand même. Hein, c'est-à-dire, il n'y a jamais personne qui pétitionne en faveur du ministre de l'Éducation nationale quand il fait des politiques un peu hardies, réclamées par ailleurs par beaucoup de gens. Et là, sur ce point comme sur quelques autres, c'est ce qui s'est passé. Et nous avons revu, par exemple, toute la sectorisation de Paris, bien sûr avec des avantages et des inconvénients, mais qui, quand même, va très nettement dans le sens de plus grande mixité sociale à Paris, qui était quand même une exception. Mais c'est quelque chose qui a été très critiqué, et je ne cherche pas à faire un débat aujourd'hui là-dessus, puisque, et je terminerai par là, comme je vous l'ai dit au début, je ne cherche pas aujourd'hui à réveiller je ne sais quel débat. Voilà, merci. Je vais vous poser la question directe. Vous pourrez peut-être réagir à ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer également. Mais sur école privée ouais. et plus largement. Ok. Juste, je vous pose la question. Oui, allez-y. Vous répondrez, voilà, on fait les deux ensemble, parce que le temps va nous manquer sinon. Alors ma question, elle porte à la fois, là aussi c'est une double question, sur le modèle de l'école adaptative qu'a évoqué Marie Perret, et sur la question qu'on n'a pas encore abordée de l'islamisme à l'école. Il y a peut-être matière à dire sur la responsabilité de la gauche dans ces deux sujets. À travers l'action des différents gouvernements, je pense en particulier à celui de Lionel Jospin, mais aussi à travers son réseau de syndicats, d'associations diverses et variées, la gauche a tout de même très largement soutenu la diffusion du modèle
adaptatif, que certains appelleraient pédagogiste, et on ne peut pas dire qu'elle a été d'une grande fermeté dans la lutte contre l'islamisme à l'école. Sur la question du modèle adaptatif, c'est quand même un débat qui est toujours d'actualité. Je vous cite juste le programme présidentiel d'Anne Hidalgo en matière d'éducation. Elle prenait l'organisation d'états généraux de la pédagogie afin, je cite, de s'inspirer des enseignants qui innovent pour une école ouverte aux nouvelles pédagogies plus inclusives et collaboratives. Donc ma question sera, la gauche doit-elle faire son aggiornamento sur l'école, et est-ce possible, notamment dans cette alliance électorale dont on a parlé? Sur le dernier, vous avez mentionné le débat a été tranché, hein, 1,75%. Donc, d'une certaine manière, voilà. Non, je suis sévère avec la candidate que j'ai soutenue, mais je pense que plus largement la question du travail, puisque vous me questionnez sur le sujet. Non, mais je pensais que j'allais être questionné sur l'école privée. Le sujet qui fâche, c'était l'école privée pour Jean-Michel Blanquer, et le sujet qui fâche, c'est le rapport de la gauche à ces questions. Mais vous avez raison. Moi, je suis voilà. Je pense que de la même manière que sur les questions républicaines et aussi sur les questions laïques, et c'est pour ça que je suis devenu en 2019, au moment où on avait des décisions à prendre, secrétaire national à la laïcité du Parti socialiste, c'est qu'il y avait une sorte de laisser-faire, de laisser-prise et d'absolue distance avec le nécessaire réarmement républicain de la gauche. Voilà. Et l'absence de ce travail-là, j'utilise le terme de travail, se prolonge aussi sur les questions, sur les questions éducatives, dans une sorte de vente par appartement, si je veux dire. Et donc, à gauche, on s'est retrouvé sur les questions républicaines, sur les questions laïques et aussi sur les questions éducatives, dans une sorte de déni, ou en tous les cas le sujet n'était plus considéré comme la mère de toutes les batailles, précisément, et c'est sur cette absence-là qu'on prospérait, y compris dans des environnements proches de la gauche, une confrontation très claire. Il suffit de regarder des acteurs éminents du monde éducatif, chez les parents d'élèves à la FCPE, dans des syndicats étudiants, à l'UNEF, à la Ligue de l'enseignement, de voir que nous avons perdu des pans entiers du combat républicain, laïque et social dans ces entités-là qui, parce que le sujet n'était plus défendu, étaient considérés comme une sorte d'acquis, étaient au mieux gérés, mais plus du tout alimentés. La démocratie comme la laïcité sont des choses qui, si elles ne sont pas en permanence en mouvement, alors c'est comme la bicyclette, hein, ça tombe. Voilà. Et il y a eu une forme de désinvestissement de ces sujets-là par une partie de la gauche. C'est absolument incontestable. Ce qui m'intéresse dans la période, et je réponds à la question, c'est que j'ai désormais un cadre dans lequel je vais mécaniquement avoir à me confronter avec ceux qui ont pu parfois soutenir ce mouvement-là. Et moi, ça me va bien. Voilà. Jean-Luc Mélenchon a dit que la NUPES était un lieu d'émulation. Ça me va. Parce que moi, je veux prendre sa place. Donc, je l'assume. Mais pour une raison simple, c'est qu'il a pris notre place pour une partie, pour d'autres raisons, sur d'autres terrains. C'est que dans le même temps où on désinvestissait une série de questions un petit peu, on va dire, régaliennes à gauche, identitaires, l'école, la République et la laïcité, sur les autres sujets qui étaient tout aussi identitaires, qui étaient la question sociale, on n'a plus rempli notre rôle de capteur et de force de proposition, et donc on a laissé l'espace vacant à d'autres. Donc, ma vision optimiste des choses, c'est que, et je le dis, cette bataille culturelle, pourquoi j'ai cité 2019 tout à l'heure, quand ça a été un moment important au Parti socialiste, qui était la décision de ne pas participer à la marche de novembre 2019, dite contre l'islamophobie. Là où les autres formations politiques de gauche avaient pris la décision d'y aller. Mais voilà, parce qu'il y a des moments où il faut affirmer avec clarté les intuitions et les convictions qu'on a, parce qu'à l'époque, c'était pour partie une intuition que les faits ont confirmé par la suite jusqu'à la dissolution du CCIF, c'est qu'on avait là un cheval de Troie autour de ce terme d'islamophobie contre précisément les combats républicains que nous avons à mener. Donc moi, ça me va bien d'avoir cet espace de confrontation avec cela.
c'est pas la question que vous m'avez posée, mais je vais quand même dire un mot sur l'école privée. Ça, c'est même question. C'est est-ce qu'on rouvre le sujet ou pas? Il y a au moins deux. Je fais le lien avec la mixité sociale. Pour moi, la question de la participation des établissements privés à la carte scolaire, elle est vraiment incontournable. Parce que je prends l'exemple de Massy, et j'ai vécu un excellent collège qui fait un super job, et quand même l'évitement, parce que les deux établissements confessionnels à proximité ne participent pas à la carte scolaire. Et donc, il ne s'agit pas, alors soit c'est une contractualisation qui indique des objectifs cibles de nombre de boursiers, voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, cette contribution-là, elle est absolument indispensable. Et puis, il y a aussi toute la question, si on est sur des sujets mixité, alors c'est indirectement sur des sujets d'école privée. Moi, j'avais adhéré à la question, en gros, de l'intégration dans le champ de l'éducation nationale de tout ce qui est soutien scolaire. Et je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin. C'est-à-dire que la marchandisation du soutien scolaire est une forme, non pas d'atteinte à la laïcité, j'aime pas galvauder le terme, mais il y a un sujet. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la semaine prochaine, moi, je défendrai avec d'autres un amendement au projet de loi de finances pour sortir du crédit d'impôt auquel on peut tout avoir pour les services à la personne, les questions de soutien scolaire. Parce que c'est Academia et toute une série d'autres acteurs qui vont bénéficier de cette manne publique, dont je me dis qu'elle serait bien mieux utilisée pour précisément renforcer le soutien scolaire, je ne sais plus comment ça s'appelait, le devoir fait, voilà, les devoirs faits à l'intérieur de l'école. Et moi, je fais le lien. C'est marrant parce que j'étais hier, après avoir vu la rectrice avant-hier, j'étais hier avec le sous-préfet de mon arrondissement et je l'alertais sur un mouvement de vases communicants que moi j'ai vu dans ce quartier de Massy où j'ai grandi. Difficulté des acteurs du soutien scolaire. Alors là, pareil, je fais un peu d'amertume. Les coupes sombres qui ont été faites sur les emplois aidés au début du quinquennat d'Emmanuel Macron n'ont vraiment pas aidé une partie de ces acteurs de l'éducation populaire qui intervenaient. Et donc, le mouvement de vases communicants, pour moi, en tous les cas, je peux vous montrer un endroit, c'est 2 ou 3 associations qui faisaient du soutien scolaire, qui pour partie le faisaient à l'intérieur du collège avec lequel ils travaillent depuis des années. Le truc s'est délité. Et dans le même temps, une autre forme de soutien scolaire, mais moins rigolo, des appartements transformés en petite école coranique, où on prend les enfants après la classe, on fait du gardiennage, on fait de la garderie, mais on fait plus que ça. Voilà. Et que donc, à un moment donné, si le service public n'est pas fort, en face, d'autres occupent l'espace laissé vacant. Et donc, c'est pour ça que je prends cet exemple, je préfère que l'argent qu'on met sous forme de crédit d'impôt pour que des gamins des CSP+, aillent faire du soutien scolaire avec un prof à la maison ou à Academia, je préfère que cet argent-là, on puisse dire, on fait devoir fait dans tous les quartiers, on soutient les acteurs de l'éducation populaire et du soutien scolaire associatif pour le faire dans ce cadre-là. C'est aussi une manière de voir les choses. Et dernier incident, puisqu'on a parlé des écoles, reste quand même si la loi séparatisme a régulé des choses, reste quand même la question des écoles hors contrat. Et je pense qu'à minima, un régime d'autorisation s'impose plutôt qu'un seul régime de déclaration préalable. Mais je sais que c'est une position... voilà. Merci. Alors on est vraiment pressé par le temps. On a le temps de donner une question à la salle peut-être je ne sais pas, j'espère que oui. Donc Pierre Juston va poser sa question et on va le faire en mode express. C'est un peu compliqué parce que la question que je voulais poser, elle a été largement posée déjà. C'était sur les écoles privées, mais je l'ai posée sous un autre angle, sous 2 angles exactement. Déjà, effectivement, sur le principe, le financement public de l'école privée est une rupture sur l'article 2 de la loi de 1905 et constitutionnellement parlant, ce qui est constitutionnalisé, c'est la liberté d'enseignement. On a vu avec la loi séparative ce qui était possible d'enserrer évidemment un peu plus l'école à la maison, enfin l'instruction en famille. Donc il y a une possibilité de réouvrir ce dossier-là. Est-ce que c'est le temps de le réouvrir? Et là, ce sera l'autre angle de ma question. Justement sur... je ne partage pas l'argument de Caroline, effectivement, là-dessus. J'entends bien l'intérêt de dire on va créer des victimes, on va créer des gens et du ressentiment.
en réouvrant un certain nombre de choses. C'est ce qu'on a entendu depuis les années 80 et le basculement de la Ligue de l'enseignement et autres. Ça a été dit dans une autre vision des questions de laïcité. Mais finalement, on ne va pas réouvrir la guerre scolaire. Combien de fois, quand j'étais au Parti Socialiste, j'ai entendu on ne va pas surtout réouvrir la guerre scolaire avec les écoles privées, le financement. Au final, la loi de 2004, elle est passée, elle a été globalement acceptée. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec des phénomènes, certes amplifiés par les réseaux sociaux et notamment TikTok, mais avec un certain nombre de phénomènes qui remettent très clairement en cause la loi de 2004 aujourd'hui et qui sont inquiétants. Et donc mon propos, il est un peu provocateur sans doute, mais pourquoi pas réouvrir la guerre scolaire, effectivement. Vous avez 30 secondes. Pour la rouvrir. C'est quelque chose qu'on peut facilement ouvrir et difficilement fermer. Donc 15 secondes sont suffisants pour l'ouvrir. Et il faut des années pour la fermer. Et donc c'est des sujets à manier avec délicatesse. C'est pas pour autant que je me suis abstenu sur ces questions. Je voudrais quand même dire qu'il y a, y compris par rapport à des choses que Jérôme Guedj vient de dire, des choses qui ont été faites, parfois dans un certain silence, parfois dans une très grande hostilité, rarement avec des grands soutiens, sur les enjeux dont il vient d'être question. Sur la partie soutien scolaire et autres, je redis, par exemple, devoir fait, en effet, ça a été fait, les cités éducatives, ça a été fait. Sur la laïcité, quand même, c'est l'occasion de dire un mot sur ce qui a été fait avec la création du Conseil des sages de la laïcité, présidé par Dominique Schnapper, qui est là. Même si elle est derrière son masque, j'avais un doute, mais elle est là. Oui, c'est bien elle. Et sans doute, elle l'évoquera, mais c'est quand même quelque chose de très important, puisque désormais, on a une structure de référence qui édicte des normes de référence et qui agit pour la formation. Il y a Jean-Pierre Robin qui a commencé la formation matricielle. Donc, on n'a pas en matière de laïcité, là aussi, une espèce de longue pente déclinante, mais véritablement, depuis 5 ans, je dis, et après, on peut avoir bien sûr 1000 débats là-dessus, mais en tout cas, un véritable cran qui a été mis au travers de la création de ce Conseil des sages, au travers des équipes valeurs de la République dans les rectorats, au travers de la formation des professeurs, pour essayer aussi d'aller par rapport au chapitre du livre de Yanis, en effet, sur avons-nous des nouvelles générations républicaines, bien prendre à bras le corps cette question. Et donc oui, on agit. Et je pense que c'est important de le dire, y compris d'ailleurs par rapport au livre de Yanis Roder. Merci d'avoir dit donc qu'effectivement il parlera devant le laboratoire de la République bientôt, et où la lecture du livre, on pourrait croire parfois que tout part un peu à volo. Et là aussi, je suis le premier à souligner les phénomènes qui ne vont pas, on ne peut pas me faire ce reproche, mais il y a eu des réussites auxquelles Yanis Roder a participé, puisqu'il est membre justement de ce Conseil des sages, et notamment la multiplication des signalements, et donc la réaction aux signalements. Ça fait écho à des choses dites par Marie Perret tout à l'heure, c'est-à-dire le professeur ne doit jamais se sentir seul face à ces problèmes, et donc toujours sentir la force, la puissance de l'institution derrière lui ou derrière elle quand cela arrive. Et c'est ce que nous nous sommes efforcés de faire, avec bien sûr des manques, mais néanmoins un élan qui a été donné, je crois, dans la bonne direction. Et puis sur les écoles hors contrat, au travers de la loi confortant les principes de la République, vous le savez, des mesures qui m'ont valu de très grosses critiques ont été adoptées. Et donc ce sujet qui était un sujet en jachère, qui était un sujet sans cadre finalement, c'était plus facile il y a 5 ans d'ouvrir une école que d'ouvrir un bar il y a 5 ans. Là-dessus, il y a eu la loi impulsée par la sénatrice Gatel qui nous a donné du pouvoir pour gêner les ouvertures, pour empêcher les ouvertures d'écoles. Ensuite, la loi confortant les principes de la République, cette fois-ci pour nous permettre de les fermer quand il y a lieu. Et je vous passe toute une série de détails. Et puis la régulation de l'instruction en famille. Mais regardez les insultes sur les réseaux sociaux me concernant encore aujourd'hui, pour tout simplement dire que, eh bien oui, dans une république comme la nôtre, ces choses-là ne sont pas laissées à une sorte d'anarchie, mais qu'il y a bien entendu des droits des familles, mais que c'est normal qu'on s'assure qu'il y ait des principes de base qui soient respectés, et en particulier que l'instruction soit délivrée de façon convenable. Et ce faisant, et pour aller dans le sens de Jérôme Guedj, une première régulation nous permettant, et je pense qu'en effet à l'avenir ça doit aller en s'accentuant, de distinguer ce qu'on pourrait appeler le bon hors contrat et le mauvais hors contrat. Et donc, in fine, il ne devrait
plus y avoir dans les temps qui viennent, et je pense que la pente a été prise, de choses sauvages en la matière, de choses qui existent sans régulation. Même s'il est tout à fait normal dans une démocratie d'avoir des écoles hors contrat, ça c'est normal, il n'est pas du tout normal que ce soit laissé, que ce soit sans normes. Et donc désormais il y en a, et probablement ceci va aller en se précisant. Voilà, donc encore une fois, l'action politique est tout à fait possible sur les sujets qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est quand même le message essentiel qui est le mien. Il s'est passé des choses depuis quelques années pour justement faire face. Bien entendu, ça suppose une sorte de soutien de la société. Je pense que sur les sujets dont il va être question aujourd'hui, il y a 80 à 90% de la société française qui est d'accord avec ce que je suis en train de dire ou ce que vous allez dire, probablement. Je m'aventure un peu en disant ça. Et donc le grand sujet, c'est comment on organise cette espèce de soutien massif à des principes de base de la République, plutôt que de se vivre toujours comme une sorte de minorité sur la défensive. Et donc, c'est mon message, et je pense qu'on a un peu démontré que c'est possible. Il faut évidemment aller plus loin. La salle n'a pas encore eu la parole, ce qui est fort dommage. Oui. Gardons 10 minutes pour des questions de la salle, brèves, et des réponses brèves de nos orateurs. Merci. Oui, bonjour et merci de tout ce qui a été dit sur l'éducation nationale ou l'instruction. Oui, alors Michèle Viennès, présidente de Regard de Femmes, je remercie d'abord toutes les personnes qui ont parlé là et à l'introduction, parce que je partage bien évidemment grande partie de ce qui a été dit. Et Marie Perret, j'ai beaucoup apprécié le terme de l'école adaptative, parce que c'est quelque chose que je dénonce depuis un certain nombre d'années. Et là, il y a un point qui n'a pas du tout été abordé dans les adaptations et qui est extrêmement dangereux aujourd'hui. Et Monsieur le ministre, Jean-Michel Blanquer, autant j'ai apprécié énormément de choses que vous avez faites, mais une chose que je n'ai absolument pas comprise avec la dangerosité qui va se poser aujourd'hui et demain, c'est lorsque vous avez dit, donc contrairement à tous les principes de la science, lorsque vous avez dit que les enfants pouvaient être appelés par le nom qu'ils voulaient, le sexe qu'ils voulaient. Donc on arrive à le fait que les masculinistes transactivistes et leurs gourous donc, sont d'une puissance terrible, alors qu'elles ne représentent qu'une petite fraction de la société. Alors, je ne vais pas parler du problème catastrophique sanitaire, hein, parce que, bon, on en aurait pour un moment, mais moi, je voudrais revenir au niveau de l'éducation. Comment est-ce qu'on peut faire croire à des enfants que, eh bien, le sexe, on peut le changer comme on veut. Donc, on est toujours dans cette adaptabilité, un jour garçon, un jour fille. Et puis, cette confusion, je dirais, entre l'orientation sexuelle, bien sûr, tout à fait d'accord, mais l'identité de genre, on ne sait pas ce que c'est. Et puis, donc, on est en train de faire passer un problème sociologique, le genre, en un fait biologique, le sexe. Et c'est de cette confusion qui procède de toutes les confusions, et avec le soutien. Alors on parlait, c'est Jérôme Guedj qui nous parlait des marchands à l'école, et là on a les marchands, parce que on fait les laboratoires pharmaceutiques, les cliniques font une patientèle à vie, avec on dénonce aujourd'hui, et à juste titre, et depuis Regard de Femmes depuis plus de 25 ans, les mutilations sexuelles, mais lorsque on donne des bloqueurs de puberté pour lesquels il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour le sexe, pour l'autre sexe, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire pour les filles en particulier, puisque c'est 75% de filles. Donc là, moi, je pense qu'il y a un problème extrêmement grave sur lequel il faudrait parler, et ça relève de la laïcité aussi, pour moi. Merci beaucoup. En réalité, nous ne sommes pas en désaccord. Hein. Je voudrais juste donc dire un mot sur cette circulaire et sur l'enjeu, et le faire très vite. Et puis aussi, encore une fois, je ne cherche pas aujourd'hui à créer des débats, mais même s'il va sûrement y en avoir d'autres en dehors de moi. Mais d'abord, cette circulaire à laquelle vous faites référence, heureusement, ne va pas jusqu'à tout ce que vous venez de dire. Elle permet de cadrer les choses, justement. C'est-à-dire que là aussi, on était sur un sujet sans cadre, avec des choses assez dramatiques qui se passaient sur le terrain.
Vous avez raison de considérer qu'il y a eu une espèce de très grosse vague liée à toute une série de courants qui ont cherché à avoir une influence et qui fait qu'aujourd'hui, disons, le malaise adolescent, qui est de toujours, si je puis dire, trouve une sorte de canalisation dans une forme de malaise sur le genre. Et ce qui peut donner lieu à toute une série de phénomènes que vous avez décrits. Aujourd'hui, cette circulaire, elle a son utilité précisément pour cadrer les choses. Figurez-vous que sans cette circulaire, il y avait justement une sorte d'anarchie du sujet. Et donc des choses beaucoup plus graves que ce que la circulaire permet. Notamment, que dit la circulaire? Elle dit que quand un élève veut changer de nom, c'est possible si la famille est d'accord. Aujourd'hui, il y a des gens qui se battent sur le terrain pour que cette circulaire soit respectée parce que certains acteurs essayent de faire que ça se passe sans le consentement des familles. Par ailleurs, ça a été l'occasion d'affirmer des principes qui sont ceux que vous venez de dire. C'est-à-dire que, par exemple, un jeune mineur, en aucun cas, ne doit être amené à faire des choses irréversibles sur son corps, ou dans sa biologie personnelle, qui vont ensuite créer des dégâts qu'il regrettera, il ou elle regrettera ultérieurement. Donc et si vous lisez les premières phrases, elles sont là pour rappeler les grands principes. Donc il y a quelque chose de l'ordre du cadre qui a été posé. J'ai d'ailleurs été là aussi très critiqué des deux côtés sur ce sujet, mais j'assume cette circulaire, mais j'admets avec vous que le phénomène est massif, pose des problèmes énormes, en ce moment même sur le terrain, en France comme dans d'autres pays. Et donc il faut évidemment avoir des réactions appropriées, là aussi, sur un sujet qui dépasse largement l'école. On va prendre une dernière question. J'insiste sur l'impératif de brièveté dans la formulation de la question. Monsieur. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, je suis suisse, comme vous l'entendez. J'ai passé 40 ans dans ma petite classe de philosophie et j'ai été aussi professeur d'université en didactique de la philosophie. Le modèle exposé par Madame Pérec, républicain, me convient tout à fait et convient d'ailleurs au pays qui a été la seule démocratie en Europe à un certain moment, il faut le rappeler, mais je pense qu'il a des limites extrêmement précises quand il s'agit de l'enseignement secondaire supérieur. Quand on parle de culture, on ne parle plus d'instruction. Alors évidemment qu'il y a de l'instruction, mais c'est une part résiduelle. Et pour la culture, on ne peut pas considérer que l'élève est simplement la cause matérielle de l'enseignement, cause formelle étant l'enseignement, le contenu, la cause efficiente étant le prof, et l'élève, c'est la pauvre cause matérielle que le prof doit marteler jusqu'à ce qu'il sache. Ce modèle-là est complètement périmé, au moins depuis l'humanisme, donc ça remonte quand même. Si on prend Erasme, Montaigne et Descartes, on a une critique de l'école de ce type-là. Et on doit s'adresser au sujet. Or, la crise, aujourd'hui, c'est que le sujet n'est plus simplement sorti de ses campagnes, il est armé d'un téléphone portable. Et quand on parle de rétablir l'autorité du prof, c'est faire comme si l'élève n'avait pas un prof encore plus extraordinaire dans la main, dont le prof ne sait pas se servir et dont l'élève ne sait pas se servir. Alors la crise de l'école, à mon avis, c'est aussi une crise de pédagogie. Et en tapant uniformément sur les pédagogues et sur la formation pédagogique, en allant jusqu'à la supprimer, comme Sarkozy a voulu le faire, parce qu'elle était idéologisée, certes, mais il y avait énormément de gens qui ont travaillé à faire que l'enseignement puisse s'adapter à l'élève armé de son téléphone portable, à l'élève contemporain, qui n'est plus, encore une fois, une mode de terre sur laquelle l'instituteur peut taper. C'est normal que les philosophes ne soient pas d'accord, mais le discours Condorcet aujourd'hui, il a quelque chose d'extraordinairement répressif par rapport à tous les gens qui essayent de faire progresser l'école. Après la réponse de Marie, nous allons mettre un terme à cette table ronde pour passer la tribune à la table ronde suivante. Pardon Aline. Sur la question des téléphones portables, moi j'ai le sentiment qu'on a perdu une bataille qu'on n'a jamais menée en fait. Voilà. Ils sont interdits au collège. Hein. Sur la question de la pédagogie, alors bon, je crois apercevoir le point de clivage entre nous. Moi, mon principe est très simple, c'est que, c'est le principe de la liberté pédagogique. Il y a un premier principe qui est la pédagogie est toujours liée à un objet. C'est-à-dire que pour un professeur, c'est comment présenter un objet le plus clairement possible pour que l'élève puisse comprendre. Bon. Et pour ça, on ne peut pas, enfin la conséquence, c'est qu'on ne peut pas disjoindre la pédagogie des savoirs disciplinaires. Je pense que vous serez d'accord avec ça. Voilà.
Et le deuxième principe, eh bien, faisons confiance aux professeurs. Ce sont les professeurs qui sont les mieux à même de décider quelle est la meilleure pédagogie en fonction de leur classe, qui sont parfois très diverses, en fonction aussi parfois des moments de la journée. Un élève n'est pas dans le même état à 8 h du matin qu'à 17 h. Voilà, donc je suis pour qu'on enterre la hache de guerre, disons entre républicains et pédagogistes, pour reprendre la terminologie qui était celle de Jean-Claude Milner, et qu'on laisse toute liberté aux professeurs. Merci beaucoup. Alors, je peux me permettre de dire juste un mot, parce que je me rends compte qu'on a fait une table ronde sur l'école sans prononcer le nom de Samuel Paty. Donc je le fais à l'instant, juste pour se donner rendez-vous, parce que l'hommage a lieu dimanche prochain. Je crois que c'est place Paul Pelvé à 14 h. Voilà, donc moi j'y serai avant d'aller manifester contre la vie chère. Un hommage a été rendu à Samuel Paty dans les discours d'ouverture. Non, mais je parlais là sur la table ronde. Oui, oui. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et j'invite les participants suivants